Bonjour à tous et bienvenue, troisième et dernière journée du CEFIA 2024. C'est un plaisir de se retrouver dans cet espace conférence, un espace reconfiguré pour cette 27e édition de l'événement référent du secteur agroalimentaire, un espace encore plus adapté aux échanges et au partage d'expertise. Je suis Pierre Christen, j'ai le plaisir d'animer les matinées du CEFIA. Chaque matin, un condensé d'informations clés pour s'engager pleinement dans les transitions en cours. Mardi, c'était l'innovation dans le domaine de l'emballage sous l'angle des 3 R, avec en toile de fond le projet de règlement européen PPWR. Hier, mercredi, c'était l'usine agro du futur sous l'angle des tensions sur l'eau. Quelle solution pour l'agroalimentaire? Et ce matin, l'innovation, ingrédients et alimentaires, avec une question. Quelle filière agricole pour les produits alimentaires de demain? Vous le savez, l'innovation alimentaire dépend des matières premières agricoles. Or, les grandes mutations du monde agricole sous l'effet du changement climatique, sous l'effet des facteurs socio-économiques, de l'évolution des attentes des consommateurs, remodèlent en profondeur des filières de production agricole. On va faire un exercice de projection ce matin à 10, 15 et vous allez voir encore plus long terme, tout simplement pour essayer d'anticiper parce que déjà, certaines filières sont en très forte tension. Qu'en sera-t-il demain? Et puis de nouvelles filières se créent, se structurent pour répondre aux nouveaux enjeux. Au programme ce matin, 3 séquences. Tout d'abord, une séquence introductive. Allez, on va décrire ce contexte, on va poser le décor avec Franck Baraher de Météo France, avec l'agro-climatologue Serge Zaka, l'économiste Thierry Pouch des chambres d'agriculture. Seconde séquence, fort de ce constat, qu'est-ce qu'on en fait quand on est transformateur? Une table ronde réunira Éric Philippe de Valorial et représentant de Merci les Algues, Anthony Anger pour Europe Snacks, Nathan Pézé pour Olga et Mathieu Dufour pour Eureden et l'association Lego, légumineuses à graines du Grand Ouest. Et la matinée de conférence se terminera avec une troisième grande séquence avec les analyses expertes de Sophie Derénal de Nutri-Marketing, David Lecomte de Nielsen IQ et de Céline Lenné d'Alim Avenir. Et en conclusion, Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, nous fera l'honneur de venir conclure cette matinée. J'aurai le plaisir d'animer ces matinées dans un esprit d'échange. Donc après chaque séquence, nous aurons une séance de questions-réponses afin de pouvoir partager les bonnes pratiques et rechercher des solutions concrètes à vos problématiques. J'en profite pour vous dire que les interventions seront disponibles en replay sur la chaîne YouTube du Salon. Et pour entrer dans le vif du sujet, j'ai le plaisir d'appeler Franck Baraher de Météo France. Vous pouvez l'applaudir, climatologue. Depuis 25 ans, vous êtes au centre interrégional de Rennes. Vous êtes un voisin. Certains ont pu sans doute apercevoir le centre en se rendant au salon. Le changement climatique, évidemment, c'est au centre de vos préoccupations depuis le début. On ne va pas faire de mystère, un changement qui a d'ores et déjà commencé, qui s'amplifie. Vous intéressez aussi beaucoup aux événements extrêmes, on en dira quelques mots. Et puis un mot sur Météo France, établissement public sous tutelle de l'État. Votre première mission, c'est la vigilance météo, la sécurité des biens et des personnes. Et puis, c'est aussi l'analyse, 150 ans de données collectées. Donc, on a la mémoire du climat. Et à partir de ces données, on peut déjà analyser le présent et puis faire des prospectives. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Franck, d'abord, comment décrire les futurs climatiques? Je vais vous donner un micro, ça sera encore mieux. Merci. On va le voir dans la présentation. Bon, c'est un sujet très complexe, mais depuis pas mal d'années, on fait des simulations du climat futur selon différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial.
Donc il y a de l'incertitude sur la modélisation météo, mais ça on est habitué. Et il y a aussi une incertitude sur nos comportements à tous, comment on va évoluer dans le futur et comment les concentrations de gaz à effet de serre vont évoluer au niveau mondial. Alors justement, pendant longtemps, on s'appuyait justement sur les trajectoires de concentration des gaz à effet de serre. C'est des modèles que vous avez utilisés jusqu'alors. Oui, c'est quelque chose qui est utilisé non seulement par Météo France, mais également au niveau international par tous les services météo des pays. C'est ce qui alimente les rapports du GIEC. Hein. Donc c'est vraiment un combat au niveau mondial qui est fait par tous les scientifiques. Alors justement, les scénarios, quels sont-ils ? Les scénarios, il y en a plusieurs. Ça dépend de nos comportements à nous, tous les humains de la Terre. Si on continue à émettre des gaz à effet de serre avec la trajectoire actuelle, on aura des concentrations très très importantes d'ici 2050-2100. Donc là, on va aller vers un scénario qu'on peut qualifier du scénario de laisser-faire. Si on ne fait rien, ça va continuer à chauffer, et ça va chauffer beaucoup. Et puis, il y a le deuxième scénario plus optimiste, c'est les accords de Paris. Donc, les concentrations vont continuer à évoluer, mais se stabiliser et finir par décroître à partir de 2050. Et là, si on continue sur cette trajectoire, on a une chance d'arriver à un réchauffement de plus de 2 degrés, qui est important, mais qui n'est pas aussi catastrophique qu'un réchauffement à plus 4 degrés. J'ai l'habitude de dire que plus 2 degrés, c'est un changement climatique, et plus 4 degrés, c'est un bouleversement climatique. Donc là, on a du mal à imaginer tout ce qui pourrait se passer, à la fois en termes de climat, mais également en termes de vie, tout simplement. 4 scénarios que vous avez illustrés avec le diaporama suivant, voilà. Ici, c'est les anciens scénarios. Donc RCP 8.5, c'est ce que je disais, c'est le scénario du laisser-faire. Poursuite des émissions et énorme concentration de gaz à effet de serre à horizon 2100. Donc ça nous amène à droite, la carte en bas à droite, un réchauffement très marqué, plus 4 degrés au niveau moyen en Europe. Mais vous voyez qu'il y a des régions d'Europe qui réchauffent plus que d'autres, notamment les régions du Nord et les régions du Sud. Et sur le graphique, le RCP 4.5, c'est le scénario qui correspond aux accords de Paris. Donc stabilisation des émissions, puis diminution à horizon 2050, où là on est à plus 2 degrés, donc on est plutôt dans la carte en réchauffement en haut à droite. Et les deux autres cartes, c'est des cartes d'évolution des précipitations. Et là, ce qu'on voit, c'est que quel que soit le scénario d'émissions de gaz à effet de serre, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur l'évolution des précipitations, et notamment sur la France, où on est vraiment à la croisée des chemins entre une Europe de l'Est et du Nord qui deviendrait plus humide, et une Europe du Sud qui deviendrait plus sèche. Et donc pour le futur, on va beaucoup parler maintenant de trajectoire régionale, c'est ça ? Oui, alors c'est pas régional, c'est la trajectoire de référence. Ah, de référence, pardon. C'est une autre façon de montrer un petit peu les choses. Et là, c'est un choix qui a été fait au niveau de l'État français de raisonner non pas en termes d'évolution de concentration de gaz à effet de serre, ce qui peut paraître un peu compliqué pour certains, mais là, on raisonne en deux scénarios. Il y a un scénario futur à plus 2 degrés, donc qui correspond au RCP 4.5, et il y a un scénario futur à plus 4 degrés. Donc c'est le choix qui a été fait par l'État français de raisonner, de se positionner dans le scénario du pire, et de réfléchir à nos adaptations, non pas pour un scénario médian, mais pour un scénario très très chaud. Donc vous allez voir des exemples de ce que ça peut donner tout à l'heure à l'échelle de la France. Alors un constat, ce changement, effectivement, on l'observe d'ores et déjà. Oui, on l'observe. Là, on voit un graphique qui a été fait par le système Copernicus, un système européen de surveillance de la Terre. Et donc, vous voyez que les petites oscillations bleues et rouges claires, c'est l'évolution du climat de la Terre dans les dernières 100 années. Hein. On voit qu'on a une tendance petit à petit au réchauffement. Et par-dessus, on a rajouté la courbe de 2023, qui était une année très chaude, de plus au niveau mondial. Et vous voyez que 2023, on voit qu'on sort du spectre précédent, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment à une année très, très chaude par rapport à ce qui a été observé auparavant. Donc ce n'est pas forcément ce qui va se passer tous les ans dans le futur, mais on voit bien qu'on a une tendance au réchauffement qui s'accélère de plus en plus, notamment ces dernières années. Et quelle est l'évolution justement des températures moyennes ? L'évolution, pour l'instant, au niveau mondial, on est à peu près à plus 1 degré. On vient de dépasser le plus 1 degré, mais ce qui est déjà beaucoup, hein, parce que ça fait une quantité d'énergie très importante. Et tout à l'heure, je parlais des plus 2, plus 4. Bon, c'est à l'échelle de la France ou de l'Europe de l'Ouest, mais c'est également à l'échelle mondiale. On s'attend à des scénarios de ce type, et avec un réchauffement beaucoup plus marqué sur les régions arctiques que sur les régions tempérées comme les nôtres. Vous l'avez décrit peut-être dans un graphique, cette évolution des températures moyennes ? Oui, alors ça c'est un graphique qui est issu d'un site qui s'appelle Climat HD, qui est géré par Météo France, où on voit les deux tubes, hein, le tube orange qui correspond au scénario RCP 4.5, donc c'est réchauffement modéré, changement climatique, avec un réchauffement qui se poursuit jusqu'en 2100, et la trajectoire mauve, c'est
le scénario du track plus 4 degrés, donc on arrive à un réchauffement très important. Et les petits bâtons bleus et rouges, c'est ce qu'on observe depuis 1970 sur la France. Donc vous voyez, pour l'instant, ce qu'on observe, c'est exactement ce qui est envisagé par les simulations. Donc il faut espérer que dans les prochaines années, on ne sorte pas de l'enveloppe, parce que là, on va encore s'inquiéter encore plus pour l'avenir. Et pour le sujet qui nous occupe, la température moyenne est évidemment importante, mais les températures extrêmes, quand on parle de production agricole, c'est tout à fait critique. Oui, et puis quand on parle de vie tout court, hein, Et de vie tout court. puisque plus 2 degrés ou plus 4 degrés, c'est une moyenne annuelle. Donc quand je parle de bouleversement climatique à plus 4 degrés, c'est que vraiment tout va être changé, et notamment l'accentuation des chaleurs extrêmes en été, la disparition quasi des jours de gel en hiver. Donc ça a vraiment des impacts. C'est pas une augmentation linéaire, c'est pas plus 4 degrés tous les jours, c'est plus 4 degrés en moyenne. Exactement. Donc, les gels précoces, pour le moment, on y reviendra dans l'intervention suivante, mais je vous laisse effectivement illustrer l'évolution oui, des alors, températures extrêmes. Là c'est le graphique qui fait peur, mais c'est une réalité scientifique, hein. Donc scénario plus 4 degrés. À gauche, vous avez chaque petite boule orange correspond à des canicules qu'on a pu observer par le passé. En horizontal, vous avez la durée des canicules en jours, donc ça va de 0 à plus de 20 jours. Et en vertical, vous avez la température moyenne jour-nuit qu'il fait pendant les canicules. Donc quand on a 30 degrés, c'est 30 degrés en moyenne jour-nuit, ça veut dire 20 le matin et 40 l'après-midi. Donc il fait très chaud. Il fait très chaud pendant 10-15 jours. Donc pour l'instant, dans le passé, ce qu'on a observé de pire, c'est 2003, avec une canicule à l'échelle de la France qui a duré une quinzaine de jours, et pendant laquelle on avait des températures moyennes jour-nuit qui flirtaient avec les 30 degrés. Donc c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans les 50 années précédentes. Ça, c'est le passé récent connu, avec de plus en plus de canicules et de plus en plus intenses, Oui. hein, comme on a vu en 2022 ou en 2019. 2022, c'est 2 canicules de suite, non? Ou Oui, je me on en a trompe? eu plusieurs. Après, ça dépend des critères qu'on met, D'accord. hein, mais bon, on a surtout battu des records extrêmes de température avec 44 degrés, y compris pas très loin d'ici, hein. Notamment en Anjou. Voilà. Et à droite, vous avez le scénario plus 4 degrés, donc c'est toujours les canicules, mais c'est les canicules du futur. Et vous voyez que là, on change complètement d'échelle, puisque dans le passé, on était entre 0 et 20 jours de canicule. Là, on est entre 10 jours, et ça va jusqu'à 90 jours à droite. Donc c'est des canicules qui dureraient 3 mois consécutifs, hein, avec des températures moyennes jour-nuit qui flirtent avec les 31, 32, 33 degrés. Donc là, c'est plus 20 le matin, 40 l'après-midi, c'est 22, 23 le matin et 45 l'après-midi, en moyenne sur tout le pays. Donc c'est des choses qu'on n'a jamais vécues dans le passé, évidemment. Et on sent bien que notre société n'est pas du tout adaptée à ce genre de chaleur, hein. C'est des chaleurs qui existent actuellement dans le sud de l'Espagne ou au Moyen-Orient, mais pas du tout sur la France. Donc voilà. si malheureusement on est dans ce scénario du futur, il faut réfléchir dès maintenant aux pratiques agricoles, à l'industrie, mais également à l'habitat, hein, puisque l'habitat n'est pas adapté à ce type de phénomène. Et évolution sur les températures, ça signifie évolution sur les précipitations, l'eau qui tombe tout simplement. Oui, alors là on est moins à l'aise, puisque les précipitations, c'est un phénomène météo qui est très sensible à tout un tas de variations. Et donc si on scrute le passé, les fameux 150 ans de données qu'on a sur la France dans pas mal d'endroits, on ne trouve pas vraiment d'évolution significative des précipitations. Et quand on projette ça dans le futur avec les modèles de climat, vous voyez qu'ici les tubes, que ce soit le scénario à plus 2 à plus 4 degrés, les tubes d'évolution des précipitations sont à peu près confondus. Donc il y a une grosse incertitude, notamment sur la France. On a vu qu'en Europe, on a une tendance à l'augmentation des pluies au nord de l'Europe, à une diminution au sud. Par contre, la France, on est en entre-deux. Et donc ça reste très incertain. Donc il faut continuer à surveiller ça de très près et à continuer à travailler sur le sujet. Alors, si ce n'est pas les précipitations le bon indicateur, ça va être le bilan hydrique au fond. Oui, alors le bilan hydrique, c'est quelque chose de très important en agriculture, évidemment, hein. Et ici, vous avez des évolutions du bilan hydrique passé et futur. Alors, je vais vous demander une fois que l'avion sera passé. Oui, effectivement, je pense que là, Je vais on vous a... demander de vous concentrer sur la courbe orange, qui est l'évolution du bilan hydrique en France entre le mois de janvier et le mois de décembre. Donc, c'est une moyenne sur les 30 dernières années. Vous voyez que les sols sont très humides en hiver, c'est normal, et plus secs à la fin de l'été. Donc, l'orange, c'est le climat du passé. En marron, c'est les extrêmes du passé. Donc, c'est des sécheresses type 89, 1976, voire 2003 et 2022. Et ce qu'on voit en projection, le mauve, c'est la projection du futur avec un scénario à fort réchauffement. Et vous voyez que les extrêmes du passé deviendront la moyenne du futur, parce que le mauve, c'est la moyenne du futur. Donc on a un changement de référence, un changement d'échelle qui est très important. D'ailleurs, on peut le voir dans pas mal d'évolutions. On voit notamment que l'été 2022, qui a été très chaud et très sec en France, on a dit à l'époque que ça pouvait préfigurer des étés moyens du futur. Donc quelque chose qui était extrêmement sec et extrêmement chaud dans le passé deviendra habituel dans le futur. L'exceptionnel devient le commun. Voilà, exactement.
Alors, quel impact sur les productions agricoles? Alors ça, c'est pas ma spécialité, évidemment. Je crois que ça va être développé Exactement. par les autres intervenants. Donc voilà, l'évolution du rendement de blé, c'est quelque chose qui est connu. Ça a augmenté dans les années 50-60 avec la mécanisation et l'évolution des espèces. Et puis, il y a un coup de frein depuis 2000. Les rendements ont tendance à stagner, mais ça, c'est quelque chose que les gens qui travaillent dans le secteur connaissent bien. Exactement. Alors, peut-être un retour sur la saison 2023 qui a été très particulière. Oui, parce que bon, c'est important de regarder ce qui se passe dans le passé pour mieux appréhender le futur. Et donc, toutes les saisons agricoles sont atypiques. De toute façon, la saison agricole moyenne, ça n'existe pas. Voilà. Donc là, vous avez l'exemple de l'évolution de l'indice d'humidité des sols sur les Pays de la Loire sur l'été 2023. Donc, la moyenne, c'est le petit trait au milieu. Hein. Vous voyez que le mauve, c'est l'évolution jour par jour de la sécheresse des sols en Pays de Loire. Vous voyez qu'en 2023, on était à une année à peu près moyenne, hein, puisqu'on a oscillé toute l'année entre des fois des moments plus humides, des moments plus secs, mais globalement, il n'y a pas eu de sécheresse en 2003, contrairement à 2022. Bon, l'été 2023 a été proche de la normale. Il a été très chaud dans la fin de l'été et au début de l'été, mais la saison estivale, juillet-août, n'a pas été très chaude. Pour ceux qui étaient dans le coin vers fin juillet, début août, c'était pas quand même de forte chaleur. Par contre, on voit qu'en 2023, si on regarde à l'échelle de la France, le nord de la France était en bleu, c'est-à-dire avec des sols plutôt humides au début du mois d'août. Et par contre, il y avait une bonne partie de la France qui était en sécheresse. Donc la réalité de la sécheresse du nord n'est pas du tout la même que dans le sud. Et ça peut être très différent. Quid de cet hiver? Alors cet hiver qui s'achève, il a été très doux. Donc vous le voyez sur la courbe de gauche, hein, c'est une évolution des températures à Tours, que j'ai prise en titre d'exemple du 1er novembre au 29 février. On a eu une période de froid quand même, souvenez-vous, c'était vers janvier. On a eu 2-3 semaines avec de la neige à Paris, de la neige en Normandie, pas mal de froid, des températures qui sont abaissées jusqu'à -10 par moment. Bon, un hiver normal, mais qui a été très court, qui a duré 3 semaines. Et depuis, bon, il ne fait pas très chaud, mais on n'a pas non plus froid, avec un nombre de jours de gel cet hiver qui va être assez faible, avec des conséquences aussi au niveau notamment des arbres fruitiers. Un petit point sur l'humidité des sols. Alors la carte en haut à droite, elle date de fin février. Donc vous voyez que quasiment toute la France était en bleu. D'ailleurs, en ce moment, le problème agricole, c'est plutôt la forte humidité des sols qui empêche les travaux de printemps, hein, qui ont été retardés encore cette année. Bon, le seul endroit en France où subsiste une sécheresse, ce qu'il y avait du côté du Gard et de l'Hérault a été balayé par les fortes pluies qu'on a eues le week-end dernier. Par contre, il reste le point noir des Pyrénées-Orientales et d'une partie du département de l'Aude, où là, on a une sécheresse chronique depuis 18 mois, donc qui est très très problématique. Et il n'y a pas non plus cet hiver sur ces régions. Il n'y a pas de neige en montagne du côté du Mont Canigou ou de Font-Romeu. Et donc, il n'y a pas de réserve pour l'été. Et donc, il y a de quoi être inquiet pour la suite de ce département parce que c'est vraiment très, très préoccupant. Effectivement. Un mot sur cet hiver, on a connu une tempête, la tempête Ciarán. Quid justement des événements extrêmes? On entend une certaine forme d'augmentation de la fréquence. Est-ce le cas? Oui, alors dès qu'il se passe quelque chose en termes de météo, on met ça sur le compte du changement climatique. Alors pour les sécheresses, c'est le cas. Pour les fortes chaleurs, c'est le cas, évidemment. Pour les hivers plutôt doux, c'est le cas. Mais par contre, tout ce qui est événements extrêmes, tempête, orage, pour l'instant, rien n'est prouvé qu'on puisse faire un lien entre ces événements et le changement climatique. C'est vraiment des événements de météo sur quelques jours ou sur des courtes périodes. Donc on a regardé les tempêtes depuis 30-40 ans sur la France ou sur la Bretagne, et des tempêtes comme Ciarán, il y en a tous les 10-20 ans, mais il n'y a pas plus de tempêtes dans les 20 dernières années que dans les années précédentes, il y en a même moins. Donc il n'y a pas du tout de lien qui est fait. Les tempêtes font partie de la météo bretonne, on a l'habitude. Bon, celle de Ciarán était très très fort, hein, bien sûr. Mais il n'y a pas de lien avéré entre ces événements extrêmes type tempête, orage, même forte pluie, et le changement climatique. Alors, cette nuance étant faite, en conclusion, Franck, quels sont les messages clés qu'on doit retenir? Alors les messages clés, vous l'avez compris, le climat a déjà changé, hein, et il va encore changer. Donc en France, en Europe et partout dans le monde. Donc c'est vraiment un phénomène mondial. Donc la nécessité de s'adapter, elle devient de plus en plus forte, je dirais, de jour en jour ou de saison en saison. Donc plus ça va et plus on sent qu'on a vraiment intérêt à s'adapter au futur. Donc il y a les stratégies sans regret, c'est-à-dire qui consistent à dire que tout ce que je fais pour lutter pour mon adaptation au climat futur, ça servira peut-être dès l'été prochain ou l'été après. Il ne faut pas attendre 2050 pour voir déjà les bénéfices. Bon, les impacts sensibles sur les pratiques agricoles, on le verra tout à l'heure avec les autres intervenants, ça c'est quelque chose qui est connu. Bon, on a beaucoup de données, on a beaucoup de modèles de climat, donc il y a moyen de faire beaucoup d'études sur le futur. Il y en a certaines qui vont être présentées juste après.
Et il y a vraiment aussi une nécessité de faire le lien entre les scientifiques qui travaillent sur le climat et les gens qui travaillent sur des activités qui sont sensibles à l'évolution de ce climat. Et des outils existent qui peuvent être utilisés ou que vous Oui, oui, utilisez alors au travers de vos prestations? certains graphiques ou cartes que j'ai montrées là viennent de sites comme Climat HD, Climat Diac Commune, Drias. Donc c'est des portails d'accès aux données climatologiques du futur et du présent qui sont très utiles pour regarder ce qui se passe dans des activités particulières. Donc tous ces sites évidemment sont en accès libre. Merci Franck, on peut l'applaudir pour cette présentation très claire en introduction de cette matinée. Franck, vous restez avec moi. La séance de questions-réponses sera à l'issue de la séquence complète. En tout cas, effectivement, je retiens évidemment le message clé. Le climat a commencé à changer et va changer encore. Et pour l'impact sur les productions agricoles, allez, un élément, c'est effectivement la hausse des températures suffit à elle seule à produire l'augmentation du niveau de sécheresse des sols. Alors, comment s'adapter? On va donner la parole à distance à Serge Jacquat. Son expertise, c'est de faire dialoguer climat et agriculture, ingénieur agronome, docteur en agroclimatologie. Il s'est fait connaître en 2021 avec des alertes sur les impacts du gel sur la production agricole. Il est très présent sur les réseaux. Il tente de sensibiliser aux effets du changement climatique et de lutter contre les discours climato-sceptiques. Il est également chercheur à l'Intelligence Technology Knowledge à Montpellier, une entreprise qui propose des logiciels au service de l'agriculture. Alors, il regrette beaucoup aujourd'hui, il aurait voulu être avec nous, mais il a été contraint de rester. Il tenait beaucoup à intervenir. Donc, il a enregistré une vidéo que nous avons reçue hier soir. Donc, on change de format, on passe en mode vidéo diffusée. Au programme, un retour sur l'impact des gels précoces, les données phénologiques, c'est-à-dire la phénologie, l'influence climatique sur le développement saisonnier des plantes et l'impact sur la qualité produit. Des projections sur le caractère méditerranéen du climat en France selon les projections. Et puis ce qui est très intéressant parce que c'est finalement un des rares experts à produire de telles cartes. C'est une expertise en biogéographie des cultures, c'est-à-dire des projections à travers des cartes des productions. Vous allez voir différentes filières qu'on lui a proposées. Alors ça va du citron à la patate douce en passant par la pomme de terre et l'olive. Alors, on lance la vidéo. On est parti pour une vingtaine de minutes de présentation. Et vous allez voir, il est reconnaissable à son chapeau qu'il a Bonjour à gardé pour tous, cette je vidéo. suis Serge Zaka, je suis docteur en agroclimatologie, la science qui étudie l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour le CEFIA de Rennes 2024 pour parler des biogéographies. La biogéographie, c'est l'aire de répartition des espèces et nous allons voir qu'avec le changement climatique, cette aire de répartition des espèces va forcément évoluer avec le climat. Je vais partager mon écran puisque j'ai énormément de choses à vous montrer à ce sujet. C'est extrêmement visuel, ce genre de présentation. Alors, je vais d'abord faire un retour sur 2021 et 2022 pour voir que cette évolution des biogéographies est à l'origine aussi de pertes agricoles, notamment de pertes de rendement. Ce qui s'est passé en 2021, c'est que nous avons eu un épisode de gel tardif, notamment en avril, le 6, 7, 8 et 9 avril 2021, après un épisode de douceur qui a eu lieu fin mars. Cet épisode de douceur a réveillé la végétation, on appelle ça un faux printemps, et qui a ensuite brûlé avec l'arrivée de ce gel. C'est la plus grosse catastrophe agricole que nous avons pu observer depuis 1945, avec 4 milliards d'euros de pertes estimées, à peu près 2 milliards d'euros de pertes lorsqu'on a revu ces pertes estimées. Moins 59% pour la prune, moins 59% pour la poire de table, mais également moins 54% pour la cerise, donc des pertes de rendement catastrophiques. En 2022, c'est complètement l'inverse. On a à la fois eu un gel remarquable, bien sûr, de nouveau en avril, mais 3 canicules et une très grande sécheresse qui ont concerné également l'agriculture. À l'origine de cette remontée d'air chaud, il y avait une dépression au large du Portugal qui est restée positionnée à la place de l'anticyclone des Açores pendant plusieurs mois. À l'avant de cette dépression, on a eu une très forte remontée d'air chaud. Cet air chaud est extrêmement sec, a provoqué d'énormes pertes de rendement, notamment sur les cultures qui poussent en été.
Lorsqu'on regarde notamment pour le maïs grain les pertes de rendement, on est complètement sorti de ce qu'on appelle la biogéographie du maïs, on va dire la résistance du maïs à son climat. Il faisait beaucoup trop chaud et beaucoup trop sec pour la pousse du maïs. On a eu des pertes de rendement allant de -5 à -54% en Occitanie avec un dégradé nord-sud. C'est la plus mauvaise année pour le maïs depuis 1990, soit à peu près 20 ans. Pour le blé d'hiver, cette fois-ci, il s'en sort mieux puisque les sécheresses arrivent un petit peu plus tard au cours du cycle de l'hiver, donc vers la fin du cycle du blé d'hiver, plutôt au cours du mois de juin. Dans le nord de la France, les sécheresses sont arrivées plus tard. Donc le blé d'hiver a pu subir des hausses de rendement, notamment grâce à la hausse du CO2 atmosphérique, tandis qu'au sud, les sécheresses arrivant plus tôt dans le cycle du blé, on a eu également des baisses de rendement. Si je fais le bilan, par exemple, en région Rhône-Alpes, toutes les cultures ont subi des baisses de rendement par rapport aux 5 dernières années. Que ce soit par exemple la triticale, -12%, le soja, -19%, la févrole, -32%, et le tournesol s'en sort un petit peu mieux avec -1%. Au centre Val-de-Loire, on a une belle différence entre les cultures d'hiver, ici à droite dans le graphique, le blé dur d'hiver, le blé tendre d'hiver, l'orge d'hiver et le colza d'hiver, où on a eu parfois des hausses de rendement. Ce sont les cultures qui vont pousser une partie de l'hiver là où il y a toujours de l'eau disponible, tandis que les cultures d'été, le fourrage, le maïs, l'orge de printemps, mais également le blé dur, ont eu des pertes de rendement assez conséquentes d'ailleurs dans le centre Val-de-Loire. Je peux faire le bilan sur toute la France, c'est exactement les mêmes conclusions, des pertes de rendement très importantes pour toutes les cultures. Ce qui se passe, c'est qu'on a une évolution donc du climat qu'on a vu dans la présentation précédente, et cette évolution du climat est notamment visible par ce qu'on appelle l'évolution de la phénologie, qui est un symptôme de l'évolution du climat, mais qui est aussi un symptôme de l'évolution des aires de biogéographie. Pour commencer, par exemple, on regarde les dates de vendange à Beaune depuis 1659. Avant 1960, on avait des dates de vendange qui étaient comprises entre le 23 septembre et le 3 octobre. Mais avec l'évolution de la température, ces dates de vendange se font de plus en plus tôt. Certaines dates de vendange, d'ailleurs, sont même en août, notamment en 2003 et en 2022. En moyenne, on a gagné 20 jours sur les dates de vendange à Beaune. Mais c'est le cas sur tout l'hémisphère nord, d'ailleurs, et même sur l'ensemble de la planète. Si on regarde, par exemple, les dates de floraison du cerisier japonais à Kyoto, depuis 812, donc depuis plus d'un millénaire, on a gagné à peu près 15 jours sur les dates de floraison. C'est une date historique et une date célébrée au Japon, la date de l'apparition des fleurs du cerisier japonais. De même pour les vendanges sur l'ensemble de la France, on revient en France à Saint-Émilion, Châteauneuf-du-Pape, en Alsace, à Tavel, à côté d'Avignon, en Champagne également, on a gagné 18 jours. L'évolution climatique a comme pour symptôme, notamment pour l'arboriculture et la viticulture, mais également pour le maraîchage, un décalage des dates de phénologie, une floraison plus précoce, mais également des vendanges plus tardives. Lorsqu'on regarde notamment sur ces floraisons plus précoces, elles expliquent en très grande partie l'évolution des pertes de rendement dues au gel. Sur ce graphique-là, vous avez depuis 1970 à 2000 en haut la date des derniers gelées qui diminue forcément du 11 mars au sein de glace, mais également le débourrement, donc l'ouverture des bourgeons qui augmente bien sûr du 11 mars jusqu'au sein de glace. La superposition donne le risque de perte de rendement. Ce qu'on observe, c'est donc un débourrement qui se produit 2 à 3 semaines plus tôt, des floraisons beaucoup plus précoces. Ceci dit, on a perdu qu'une semaine sur les dernières gelées, et donc des risques de perte de rendement de plus 60%. Cela est symptomatique de l'évolution du climat, cela est symptomatique également de l'évolution de la biogéographie, puisque ces espèces qui étaient adaptées dans le climat dans lequel elles poussaient n'avaient pas forcément énormément de pertes de rendement, elles étaient économiquement rentables. Mais avec l'évolution du climat, on observe de plus en plus donc ces décalages de phénologie qui sont symptomatiques de l'évolution des biogéographies et qui provoquent des pertes de rendement. Ce n'est pas seulement sur le rendement qu'on observe ces évolutions, mais également sur le goût de la production, et notamment pour le vin. Par exemple, ici, vous avez les évolutions du degré potentiel d'alcool dans le Languedoc-Roussillon de 1980 à 2015, avec une augmentation de 2 degrés du potentiel d'alcool.
C'est exactement la même chose à Cognac, 2 degrés d'évolution du potentiel d'alcool depuis 1980. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, c'est aussi une évolution de la phénologie qui est symptomatique de l'évolution de la biogéographie. Vous avez ici de 1970 à 2000 la période de remplissage des baies qui se produisait en août et début septembre. Cette fois-ci, elle est complètement décalée en plein milieu de l'été, en juillet et août, par l'évolution de la température entre 2020 et 2050. Le risque de sécheresse est également plus important, ce qui fait que le risque de stress hydrique est plus important pendant le remplissage des baies. Et qu'est-ce qu'il se passe? C'est que s'il y a moins d'eau pour remplir ces baies seront beaucoup plus concentrées en sucre, puisqu'il y a moins d'eau pour diluer ce sucre, et ce sucre va faire forcément augmenter le taux d'alcool, puisque c'est à partir du sucre qu'on produit de l'alcool. Donc des évolutions de production, des évolutions de perte de rendement, des évolutions également dans le goût de la production, qui sont symptomatiques en réalité de l'évolution des biogéographies. La biogéographie, je le rappelle, est l'aire de répartition des espèces. On observe déjà une remontée des climats entre 1961 et 1990 et 30 ans plus tard, 1991-2020. Le plus exceptionnel est par exemple le climat de Lyon, qui se retrouve maintenant à Strasbourg, ou le climat de Rennes, qui se retrouve à Lille, ou le climat de Marseille, qui se retrouve à Toulouse. Donc forcément, s'il y a une évolution des climats, il y a forcément une évolution des paysages associés, puisque les espèces forestières ne poussent pas au même endroit suivant le climat. Et suivant ces évolutions de paysages, on a également des évolutions agricoles. Par exemple, l'olivier ne pousse uniquement qu'en région méditerranéenne pour l'instant, il ne va pas pousser à Lille. Mais si ce climat méditerranéen remonte sur Montélimar, Lyon, mais également Toulouse, l'olivier, l'aire de l'olivier pourra remonter. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Commençons déjà par l'aire de répartition de nos espèces forestières, puisque les études de la biogéographie viennent essentiellement de la forêt. Vous avez ici en rouge l'aire de répartition du chêne vert méditerranéen, qui est symptomatique en fait de la garrigue. La garrigue avec ses cigales, mais également avec le thym, le romarin. Cette garrigue s'accompagne essentiellement d'abricotiers, d'oliviers. Il n'y a pas de maïs, il peut y avoir du blé dur, il n'y a pas de vache laitière. Dans ces paysages de garrigue, on retrouve une agriculture typique de la Méditerranée. Lorsqu'on regarde 2050 et 2100 sur les cartes suivantes, on observe que cette zone rouge remonte sur la région lyonnaise, sur la région bordelaise, sur la région également toulousaine, voire même sur le Poitou-Charentes d'ici 2100, c'est-à-dire que l'aire du chêne vert méditerranéen remonte, la garrigue pourrait s'implanter beaucoup plus au nord, remonte également en altitude, c'est-à-dire que les paysages associés, l'agriculture associée va forcément évoluer. L'aire de répartition des cultures évolue également. On regarde maintenant la zone orange, qui est le climat plutôt aquitain qui remonte du côté de Paris, tandis que la zone verte, notre zone chêne pédonculé par exemple, a tendance à être reléguée vers l'Allemagne. Donc toutes les zones en fait de production agricole vont évoluer. Si je me concentre uniquement sur le chêne vert méditerranéen, on remarque ici que la biogéographie remonte bien vers le nord. C'est une apparition pour la biogéographie. Tandis qu'on a également des disparitions, par exemple ici pour le hêtre, une disparition vers le nord-est. Le hêtre pourrait disparaître de la plupart de nos plaines agricoles d'ici 2100. Concentrons-nous maintenant sur donc l'aire de répartition des cultures qui évolue avec ce climat. Et c'est une solution pour faire face au changement climatique. Il y a des solutions notamment sur les paysages, notamment avec les haies. Il y a des solutions sur le respect du sol, avec l'agriculture de conservation des sols. Il y a également des solutions sur de nouvelles variétés plus résistantes aux sécheresses, aux canicules, des solutions numériques, des solutions d'irrigation, des solutions de retenue d'eau, mais il y a également des solutions de nouvelles filières. Le citron en est un très bel exemple. Vous avez ici, depuis 1961 jusqu'à 1990, l'ère de répartition du citron. C'est la première carte, qui était concentrée, bien sûr, en région méditerranéenne. Plus on avance jusqu'en 2100, donc les autres cartes, plus l'ère de répartition du citron, qui économiquement sera rentable du côté du Pays Basque ou même du côté du Lyonnais d'ici 2070 avec l'évolution à la hausse de la température, mais également la diminution du risque de fort gel en dessous des -10 degrés qui pouvait impacter le citron durant l'hiver. Je continue par des choses un petit peu plus exotiques, notamment le niébé depuis 1961 jusqu'à 2100. Le niébé est un haricot
africain, donc une légumineuse qui pourrait être très importante dans nos rotations, notamment dans le sud de la France et la partie nord-est de la France à partir des années 2030. Continuons, cette fois-ci, on va aller dans le domaine plutôt de l'apéritif avec la cacahuète, ou même du côté de l'Afrique, ce n'est pas seulement pour l'apéritif, mais se retrouve également dans des plats comme le poulet et cacahuète, qui est un plat typique africain. Donc cette zone de la cacahuète est extrêmement intéressante puisqu'elle remonte par la partie sud. Et ce qui est intéressant, c'est que de nouvelles filières agricoles, puisqu'il est très important de parler des développements de filières agricoles avec ces nouvelles cultures, les filières agricoles, je vous le rappelle, c'est 30 ans pour obtenir une filière suffisamment puissante économiquement parlant. Donc il faut réfléchir dès maintenant, hein, en 2024, pour les productions en 2050. La cacahuète est un bon exemple, puisqu'on a de nouvelles productions, notamment le beurre de cacahuète que pourrait faire Andros, que fait déjà, pardon, Andros, mais qu'il pourrait de plus en plus être français d'ici 2030 ou 2040. L'olive est un exemple parfait également, puisque on a déjà de nouvelles filières qui se mettent en place dans le sud de la France, avec l'arrivée de nombreux, de milliers, hein, d'hectares de plantations d'oliviers, notamment à cause du Maroc qui se désertifie. Ici, on voit la disparition de la zone de production de l'olive, donc la biogéographie du côté du Maroc et du côté de l'Algérie, et qui a tendance à remonter du coup sur l'Europe centrale, mais également sur sur la France, pardon. Vous avez, j'ai pas parlé du code couleur, hein. Le code couleur, quand on est dans le orange, c'est qu'on a une production qui est plutôt faible, mais qui reste intéressante. Plus on va vers le vert, plus ce sera intéressant. De même, des cultures qui pourraient remplacer nos cultures trop consommatrices d'eau en été. Ici, vous avez par exemple le sorgho, où on était déjà dans la zone biogéographique, mais cela va se renforcer, et notamment sur la partie centrale de l'Europe. J'y reviendrai notamment pour le blé. La pomme de terre reste très présente en France, puisque ces cartes-là superposent l'ensemble des variétés. Il sera toujours possible de faire de la pomme de terre en France. Il faut juste changer de variété, mais également décaler les dates de production avec des plantations beaucoup plus précoces, avec la diminution du nombre de risques de jours de gel. Donc voilà, des décalages et des adaptations variétales qui feront que la pomme de terre sera toujours présente en France, mais seulement avec de nombreuses difficultés, notons-le, dans le sud de la France. Le pois chiche, c'est une culture très intéressante puisqu'elle pourrait remonter par le sud de la France, et c'est déjà le cas. De plus en plus de rotations intègrent le pois chiche, qui, je le rappelle, est une légumineuse. Et on a également le développement d'une filière très intéressante pour la nutrition humaine, notamment avec le houmous qu'on retrouve de plus en plus dans nos rayons. Donc une culture d'avenir, le pois chiche en France, qu'on pourrait de plus en plus intégrer dans nos futurs plats, peut-être de nouveaux plats d'ailleurs nationaux à partir de ces futures cultures. La patate douce également. Bon, la pomme de terre sera toujours présente, mais de plus en plus par le sud de la France, on pourrait voir des frites de patates douces se développer, de la purée de patates douces, qui est très minoritaire en France par rapport à la pomme de terre classique, mais qui pourrait devenir majoritaire dans le sud de la France. Peut-être à partir de 2040-2050, on aura des liens avec l'agroalimentaire, et peut-être qu'on proposera des frites de patates douces chez McDonald's. Voilà, à voir. Mais on a une belle évolution ici de la biogéographie par le sud, notamment sur le Lyonnais et le Pays Basque. L'orge, alors je vous rassure, il y aura toujours de la bière dans nos étals, puisqu'on peut adapter les variétés. L'orge s'adaptera toujours, notamment à partir de l'orge d'hiver. L'orge de printemps étant réservé pour la bière, aura peut-être un peu plus de difficultés, mais restera toujours présent en France. Il gagne cependant du potentiel dans le nord de l'Europe, tout en diminuant dans le sud de l'Europe. Le maïs grain est extrêmement intéressant aussi, puisqu'il gagne du potentiel énormément dans le nord de l'Europe. Par contre, là, on voit bien la diminution dans le sud de l'Europe, notamment en France à partir des années 2050, où le maïs pourrait progressivement disparaître de nos champs d'ici 2050. En France, notamment à cause de fortes chaleurs et de stress thermique, il sera relégué vers plutôt l'Europe centrale, voire la Russie. Je terminerai sur ces biographies par la vigne. Ici, vous avez l'aire de répartition de la vigne en rouge actuel, en bleu futur. Toute la France est concernée par ces zones favorables à la culture de la vigne, avec notamment le développement actuel de vignobles en Bretagne, en Normandie, en Angleterre, en Belgique et dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, de futures puissances agricoles en perspective,
se développeront dans ces régions-là, puisque ces régions-là pourront accueillir de plus en plus de la vigne. Attention cependant à l'exposition des parcelles aux pentes, mais également aux sols qui font la caractéristique des vins locaux. On ne peut pas planter de la vigne n'importe où. Parlant de vigne, également la remontée des cépages, donc des cépages plutôt marocains, algériens qu'on retrouvera dans le sud de la France, tandis que les cépages français se retrouveront plutôt en Belgique, au Royaume-Uni. Du côté de l'Alsace, on aura plutôt des cépages italiens, donc une remontée des cépages. Je tiens à préciser que la vigne sera toujours présente en France, étant fortement résistante aux sécheresses, mais également aux canicules. Et je terminerai également par l'abricot, variété rouge du Roussillon, que l'on retrouvera de plus en plus vers le nord de la France et qui ne sera plus présent dans les plaines du Roussillon d'ici 2080-2100. Vous avez ici la carte 1960-1980. L'abricot rouge du Roussillon avait un pourcentage de succès ici, 100% en vert, 0% en rouge, tandis que les zones blanches et rouges sont des zones où elles ne pouvaient pas s'implanter. Ce sont des études que j'ai faites notamment pour le ministère de l'Agriculture à partir de modélisation. Et d'ailleurs, les ordinateurs que vous voyez derrière sont en train de calculer le rouge du Roussillon actuellement en Espagne. Et donc, on voit cette remontée du rouge du Roussillon qui pourrait atteindre Agen, Bordeaux, Carcassonne, mais également continuer peut-être à remonter sur le nord-ouest de la France. Cependant, la date de récolte, la date de maturité étant plus tardive, sur ces régions-là, on aura des risques de sécheresse peut-être plus importants sur le nord-ouest de la France. Et il remontera également du côté de la basse vallée du Rhône, de la moyenne vallée du Rhône, remplacera progressivement l'abricot bergeron qu'on a dans ces régions, tandis que l'abricot bergeron, lui, se retrouvera plutôt vers le Dijonais, plutôt vers Bourg-en-Bresse, mais également Strasbourg et Colmar. Donc une évolution vers le nord aussi de ces variétés-là. Tandis qu'en région Roussillon, là où est originaire cette variété, on aura de moins en moins d'abricots rouges du Roussillon puisqu'il fera plus suffisamment froid en hiver. On appelle ça la vernalisation, les besoins en froid. Pour le rouge du Roussillon, il faut 800 heures sous 7 degrés. Ce ne sera plus le cas dans l'avenir où il faudra plutôt voilà, décaler cette culture vers le nord. Les paysages vont fortement évoluer également. Voici Toulouse en 2050 où on aura plus des aspects de garrigue avec de la figue, de la menthe, du pois chiche, tomate, aubergine, poivron, sorgho, tournesol, colza, mais également blé dur, de la pêche, de l'abricot, etc. Du côté de Nîmes, les paysages vont s'assécher, on aura plutôt des steppes et des savanes. Ceci dit, on aura quand même la figue de Barbarie, la nèfle, le caprin et le vin en altitude, l'abricot toujours en altitude, la cacahuète, la tomate, l'olive, le blé dur. On retrouvera d'autres cultures, d'autres filières qu'il faut anticiper dès maintenant. Je rappelle, c'est plusieurs milliards d'euros pour développer une filière. Ce n'est pas en 2050 qu'il faut s'y mettre, c'est largement en amont, c'est dès les années actuelles pour préparer la filière. Et j'espère que l'État va pouvoir investir dans ces futures filières parce que ce n'est pas seulement le rôle des agriculteurs. Il faut que l'État permette d'avoir le maximum de chances aux agriculteurs pour produire ces nouvelles cultures. Et donc, on doit investir dans ces nouvelles filières. Sur le cas espagnol, par exemple, malheureusement, on a une désertification, ce qui est peut-être pas le cas dans toutes les régions françaises, peut-être dans les Pyrénées-Orientales, mais en tout cas, c'est pas le cas sur le nord de la France. L'Espagne va de plus en plus avoir des problématiques d'eau. 9 millions d'hectares sont notamment menacés de désertification. 9 millions d'hectares. Ces 9 millions d'hectares doivent être absolument reprises en France, où on doit produire nos futurs fruits et légumes et être la future filière, la filière française pourrait être celle qui exportera à la place de l'Espagne. Et peut-être que d'ici 2050, on fera l'inverse. Nos tomates, nos poivrons, nos aubergines qu'on aura sur la partie centrale de la France pourront aller cette fois-ci en Espagne. Je terminerai par le blé tendre d'hiver. Sur le blé tendre d'hiver, on a une évolution du rendement ici que l'on voit depuis 1815, avec une forte explosion du rendement depuis les années 1945. C'est la révolution verte. On a investi massivement dans la génétique, la recherche, la mécanisation, également la chimie pour la fertilisation. Donc les rendements ont été multipliés par 7. Mais depuis les années 2000, les rendements se stabilisent en France pour le blé malgré les évolutions génétiques à cause notamment des sécheresses et des fortes chaleurs pendant le remplissage du grain du blé, donc plutôt en juin. Cependant, avec le changement climatique, on s'attend à ce que ces rendements
continue à augmenter dans le nord de la France, puisque les sécheresses arrivent plus tard dans le cycle du blé, et le blé a le temps de profiter du CO2, puisque le CO2 accélère sa photosynthèse. Tandis que le sud de la France, on aura des pertes de rendement. Ces pertes de rendement se font puisque les sécheresses arrivent plus tôt dans le cycle du blé, et donc on n'a pas le temps de profiter du CO2 atmosphérique en excès. Donc cette différence nord-sud est due à l'arrivée d'une sécheresse précoce ou tardive, suivant les régions françaises. Et tout ça pour vous dire qu'au final, l'évolution de la biogéographie, donc on part de l'agroclimatologie, on travaille sur la biogéographie, puis on arrive sur la géopolitique. Vous avez ici une évolution des cartes du rendement du blé avec l'évolution du climat pour un scénario plus 3 degrés. On a une hausse des rendements prévus dans le nord de l'Europe et une diminution des rendements dans le sud de l'Europe. C'est une carte issue du GIEC. Une hausse des rendements en Russie, en Ukraine, en Pologne, donc de futurs pays qui seront exportateurs de blé. Et d'ailleurs, la Russie est le premier exportateur de blé depuis quelques années, alors qu'elle était importatrice nette depuis il y a 15 ans. Donc une très forte évolution. La Russie sera très fortement favorisée par ce changement climatique et elle en profite pour structurer ses filières et moins dépendre des pays extérieurs, surtout vu les problématiques que nous avons actuellement sur le continent européen. Le changement climatique est une évolution de la géopolitique. Il faut absolument l'intégrer au niveau politique pour qu'on puisse anticiper ces évolutions politiques et ne pas dépendre de pays qui ne sont pas forcément nos alliés actuellement. Et c'est très important pour le blé, la betterave, la pomme de terre et le maïs, mais également le soja, presque toutes les bases de nos cultures. Je tiens à le préciser. On a parlé beaucoup d'agriculture. Je terminerai aussi par le fait que nos écosystèmes souffrent aussi de ces évolutions de biogéographie. Vous avez ici Grenoble en 2021, le 11 août et le 11 novembre, par une webcam fixe qui a permis de faire cette superposition d'images. Le 11 août, on avait des stress thermiques, tandis que le 11 novembre, alors que normalement on devrait être en orange, c'est l'automne, on a plutôt du vert puisqu'il faisait doux et que la pluie était revenue. Donc des cycles aussi, des cycles qui sont complètement bouleversés, les cycles des écosystèmes, et qui mènent forcément à des pertes d'arbres. Donc on appelle ça des dépérissements. Ces dépérissements sont notamment dus à l'évolution des biogéographies. Les arbres qui sont implantés ici et qui ont prospéré pendant des centaines d'années, eh bien, ne sont plus adaptés au climat dans lequel ils sont. Ils n'ont pas pu bouger forcément, puisqu'un arbre ne bouge pas, tandis que le climat, lui, s'en va. Il remonte vers le nord et il laisse ces arbres dépérir dans un nouveau climat qui n'est pas le leur. Également en Haute-Saône, ici vous avez la même image avec des dépérissements très importants d'écosystèmes. Et je terminerai par cette belle photo que j'ai faite le 4 août 2020 à Cannes et qui a été élue par un jury d'experts international. Plus belle photo du monde en 2021. J'ai oublié de vous dire, je suis également chasseur d'orage, donc la nuit, je fais des photos d'orage et la journée, je fais de l'agroclimatologie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et un bon salon à tous. Au revoir. Voilà, on peut l'applaudir en effet. Vous me L'homme voyez au en quelques mots. chapeau qui a plusieurs Et au casquettes, vous revoir. l'avez compris, avec ce clin d'œil sur les orages. Euh, Vraiment une présentation très, très édifiante, très intéressante avec des projections qui montrent qu'effectivement des filières vont tendre à disparaître. D'autres vont se maintenir, mais avec des décalages, notamment en termes de date de récolte, de rendement, évidemment la nécessité d'une adaptation variétale. Et puis, parce qu'il faut s'adapter à cette nouvelle situation, des nouvelles filières vont émerger. Sauf que, je retiens l'échelle de temps qu'il nous a donnée, c'est 30 ans pour structurer, faire émerger de nouvelles filières. Donc, c'est évident que c'est dès maintenant qu'il faut y réfléchir. L'idée, c'était de faire un point sur les filières végétales avec Serge Jacquat. Nous enchaînons sur les filières animales. Et pour faire le point sur ce sujet, j'ai le plaisir d'appeler Thierry Pouche. Vous pouvez l'applaudir. Avec Thierry, nous allons avoir une approche, vous allez voir, qui n'est pas centrée pour le coup sur l'impact climatique, mais qui va embrasser tous les facteurs d'évolution. Thierry, vous dirigez le service études et prospectives qui regroupe des économistes, des agroéconomistes au sein des chambres d'agriculture de France,
un petit rappel, les chambres d'agriculture, 1924 pour la création, c'est le centenaire, des établissements publics dirigés par des élus. Les chambres représentent l'ensemble des acteurs du monde agricole, rural et forestier. Et vous, votre service, Thierry, produit des études. Alors, de façon poussée, ce sont des propositions ou alors ce sont des demandes. Récemment, une étude sur les prix planchers, on sait pourquoi, voilà, c'était l'actualité. Et puis une étude qui vous a été commandée sur l'élevage, commandée effectivement par le président de la Chambre d'agriculture, enfin des chambres d'agriculture de France. Un rapport en ligne depuis l'automne dernier. Alors, quel a été justement en fait, le moteur, le point de départ pour cette commande? Changement de micro, pardon. C'était les préoccupations des éleveurs dans les chambres, mais sur tout le territoire, les préoccupations relatives à la perspective de l'élevage. Est-ce que nous aurons encore un élevage en 2050 pour prendre à peu près un point que tout le monde connaît? Quelles vont être les répartitions des zones d'élevage en France? Comment gérer les pressions sociétales autour de l'élevage? Comment s'adapter au changement climatique aussi, puisqu'il y a des questions de fourrage, bien entendu. Donc c'était un peu la commande, c'était l'idée d'abord d'établir des diagnostics et ensuite essayer de se projeter en prenant un certain nombre de paramètres avec des scénarios plus ou moins optimistes ou plus ou moins pessimistes. Et avec, parmi les constats de départ, c'est l'image de l'élevage, un regard critique dans l'opinion publique. Alors c'est un discrédit qui remonte déjà à un certain nombre d'années, puisque on commence à voir apparaître les premières critiques aux alentours des années 80, et puis jusqu'à récemment, une pression et un certain nombre de remarques qui sont adressées aux élevages. Alors c'est un petit peu dans l'ordre les questions environnementales, puisqu'on sait qu'avec l'élevage, il y a des émissions de gaz à effet de serre, de pollution des eaux, d'alimentation des animaux, en particulier pour les porcins et la volaille, avec le soja et les tourteaux qui viennent de l'extérieur. Donc il y a aussi des répercussions à travers les pratiques d'élevage sur la déforestation de certaines zones du monde, en particulier tout le monde pense au Brésil, bien évidemment, et puis évidemment le transport qui a une empreinte carbone assez importante. Donc voilà, c'était ça la première chose. Ensuite, la condition animale, il y a eu tout un débat jusqu'à présent qui a conduit à des réglementations européennes autour des pratiques d'élevage et du bien-être animal, sur les conditions d'élevage, mais aussi les conditions de transport de ces animaux, etc. Ensuite, évidemment, les questions sanitaires ont été importantes. Quel est l'impact de la production animale sur la santé? Un certain nombre de propos, d'études ont été menés sur les conséquences de l'alimentation animale et donc de la consommation de viande sur la santé publique. Ensuite, il y a eu évidemment tout le modèle de développement qui a été étudié. Est-ce qu'on doit s'écarter du système intensif qu'on avait mis en place à partir des années 60? Est-ce qu'on doit revenir plutôt à une espèce d'extensivité des pratiques d'élevage pour essayer d'éviter aussi des problèmes de concentration géographique avec les conséquences que cela peut entraîner? On est en Bretagne, justement, ça a été un sujet assez important. Alors ce constat, l'élevage n'a pas bonne presse, d'où le besoin d'établir des diagnostics où en est l'élevage à l'instant T. Alors l'élevage n'a pas bonne presse, je voudrais juste quand même ajouter que depuis maintenant un certain nombre d'années, il y a aussi des propos qui sont tenus pour montrer que l'élevage dégage des externalités positives, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des phénomènes de captation du carbone dans les prairies. Il y a aussi une réponse à une demande mondiale qui va quand même évoluer. Donc, est-ce qu'on doit continuer à produire pour répondre à un certain nombre de demandes exprimées par des populations en Asie, par exemple, etc. Donc là, il y a un enjeu, il y a des controverses qui sont assez importantes. Exactement. Ensuite, sur les diagnostics, ils sont très, très, très simples à établir. Finalement, on les connaît à peu près tous. Dans un contexte où le nombre d'agriculteurs global diminue depuis les années 70, eh bien, le nombre d'exploitations agricoles à orientation élevage
Le graphique du haut montre que, à peu près dans tous les secteurs, mais plus particulièrement en bovin lait, qui a payé un lourd tribut à la chute des effectifs, puisqu'on était juste après l'instauration des quotas laitiers à 175 000 éleveurs laitiers, on n'en est plus aujourd'hui qu'à 35 000, selon les derniers chiffres du recensement agricole. Et les projections qui sont faites par un certain nombre d'organismes, comme l'Institut de l'élevage, montrent que ce soit en vache allaitante ou en vache laitière, on est sur une trajectoire descendante. Donc ça signifie que là, il y a moins d'éleveurs, donc certainement moins de production. On a des phénomènes de décapitalisation des élevages, c'est-à-dire qu'on renonce à continuer notre activité d'élevage. Alors ça a des répercussions importantes, puisque si vous avez moins d'effectifs et moins de volume disponible, eh bien pour les secteurs qui sont situés en aval des élevages, c'est-à-dire l'industrie de la transformation, ça peut présenter un inconvénient majeur, c'est-à-dire que les disponibilités n'étant plus sur le territoire national, il va falloir réfléchir pour maintenir les productions laitières notamment. On voit ici sur ce graphique que entre 2020 et 2022, on a des productions de produits laitiers qui sont un petit peu sur le reculoir, à peu près généralement, et donc un certain nombre d'industriels laitiers s'interrogent si on continue à décapitaliser les effectifs de vaches laitières et s'il y a de moins en moins d'éleveurs laitiers, il va falloir importer le lait pour continuer à produire et fabriquer des produits laitiers, des yaourts, des crèmes dessert, etc. Je précise que pour le cheptel porcin, en 20 ans, on a reculé de 21%, et que pour le cheptel ovin, c'est en 40 ans, moins 50%, ce qui pose là aussi la problématique de notre approvisionnement sur le territoire national. Sur les ovins, il y a tout un débat autour des accords de libre-échange, notamment le plus récent, qu'on a signé avec la Nouvelle-Zélande. Alors, le cheptel bovin lait, pour revenir dessus, qu'est-ce qui se passe à l'étranger, hein? On est sur des zones en rouge où il y a un recul des effectifs de bovin lait, alors qu'en bleu, plus ou moins prononcé, vous avez plutôt une tendance à la hausse. Et je reviendrai dans un instant sur le cas du Brésil, justement, et des pays du Mercosur, même si l'Argentine, elle est un petit peu dans une situation d'intermédiaire, mais on a quand même des zones où la production, le nombre de cheptels bovins lait continue à augmenter. Ensuite, comme je viens de le dire, la consommation mondiale, elle est attendue à la hausse. On est en France et en Europe plutôt sur des propos, il faut être un peu plus sobre, consommer moins de protéines animales et ainsi de suite. Les projections qu'on a de l'OCDE et de la FAO montrent que, en raison des niveaux de vie qui s'élèvent, en raison des processus d'urbanisation, eh bien, la demande mondiale devrait continuer à augmenter de 15% à l'horizon 2032 en viande de volaille, de 11% en viande porcine, de 10% en viande bovine et de 15% en viande ovine. Alors, il y a une consommation mondiale qui augmente, et en particulier la volaille, parce que c'est un produit qui est peu riche en protéines, qui est facile d'accès en termes de coût à l'achat et qui ne représente aucun interdit religieux. Donc c'est fortement consommé et on voit bien que la viande bovine est aujourd'hui distancée. Donc là aussi, il y a des problématiques, des projections à faire sur la production et les zones de production pour répondre à cette demande qui s'inscrit en hausse. Avec un croisement des courbes volaille-porc, oui, justement pour les raisons que vous avez décrites. Exactement, c'est un problème assez stupéfiant de voir que la viande de volaille est aujourd'hui, et dans les années à venir, sera la viande la plus consommée au monde, sachant qu'en France, on est plutôt sur une diminution de notre production, donc il va falloir aussi réfléchir à cet aspect-là. En France, la consommation de viande, elle s'est réduite de 15 kg par habitant entre 1980 et 2021. C'est intéressant, mais si vous périodisez à partir du tableau, vous vous apercevez qu'en fait, que depuis 2000, on n'a perdu que 3 kilos sur la viande bovine en particulier, hein, y compris la viande de veau. Donc, ce n'est pas finalement un effondrement total.
on voit même réapparaître dans certains cas, surtout sur des plats préparés, une consommation de viande bovine. Mais il n'en reste pas moins que la consommation totale, la dernière ligne, là, on est quand même passé de 104 kilos en 1980 à 89, donc il y a une chute assez conséquente. On y reviendra notamment avec David Lecomte de Nielsen IQ, mais c'est vrai qu'en fait, il y a une évolution sur les volumes, mais dans les usages des produits plus élaborés, ce qui n'est pas sans poser d'ailleurs des questions pour les filières en termes d'équation voilà, de carcasse et des matières qu'il faut pouvoir valoriser parce qu'elles ne sont plus mangées. Exactement, voilà. Et en plus, les tensions autour du prix, entre le prix de la viande et le prix que voudrait payer l'industriel. Je fais juste un petit détour par la consommation de produits bio en production animale. On voit bien que depuis la pandémie, on est sur soit une stagnation, soit une diminution de la consommation de produits bio production animale. Donc ça, c'est quand même là aussi une source de préoccupation, puisqu'il y avait toute une demande sociétale et des réglementations européennes pour aller vers davantage de produits issus de l'agriculture biologique. Là, il y a un coup d'arrêt quand même depuis 2 ans maintenant autour de ces produits-là. Juste un point intéressant, parce que ça a fait l'objet de pas mal d'échanges et de controverses liées fondamentalement à la question de la souveraineté alimentaire de la France. Notre commerce extérieur en volaille, qui était excédentaire à la fin des années 90, est devenu déficitaire aujourd'hui, et on s'aperçoit que nos principaux fournisseurs maintenant, ce sont la Pologne, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne, donc des pays essentiellement européens. On a souvent parlé du poulet brésilien, mais c'est assez marginal finalement. Et aujourd'hui, on parle du poulet on ukrainien. Parle du poulet ukrainien aujourd'hui. Réalité ou surinterprétation? Alors, c'est une réalité. Il y a eu une augmentation des importations européennes de poulet ukrainien en 2022 de 60%, en France de 140%. Mais il faut faire attention que ça représente des volumes relativement modestes. Alors ça peut être appelé à se généraliser dans les années à venir si l'Union européenne décide de poursuivre sa politique d'aide commerciale à l'Ukraine et si surtout l'Ukraine adhère à l'Union européenne comme c'est envisagé. Le point noir sur le plan de la souveraineté alimentaire, c'est la RHF, la restauration hors foyer. Alors voilà, sur l'exemple du poulet, c'est assez intéressant parce que lorsqu'on est le week-end en famille, on consomme plutôt du poulet sous signe de qualité, un label rouge, alors que toute la semaine, on est tous concernés ici, j'imagine. On est plutôt dans de la restauration hors domicile, que ce soit des cantines d'entreprise, des cantines scolaires, ou quand on va chercher un sandwich au poulet avec un peu de mayonnaise et une tomate dedans, on est à peu près certain que le poulet vient de l'extérieur, et en particulier de la Pologne ou de la Belgique. En viande bovine, vous voyez qu'en 2016, les flux commerciaux, les flux de viande bovine, était relativement équilibré. Eh bien, en 2022, il y a une écrasante prédominance des pays du Mercosur, donc Uruguay, Paraguay, Argentine et surtout Brésil, qui inondent les marchés, en particulier les marchés asiatiques, une partie du Moyen-Orient. Certains résistent, c'est le cas de l'Amérique du Nord et en particulier des États-Unis. C'est la carte que je vous montrais tout à l'heure, où les cheptels, notamment de bovins laits, augmentaient. Et puis l'Océanie tient aussi à une certaine stratégie de conquête. Juste une remarque, il faudra surveiller la position de l'Inde en rouge, où on a un pays qui maintenant, avec le premier cheptel bovin du monde, commence à exporter et parfois même, selon les années, dispute le leadership au Brésil. Et l'Inde exporte maintenant vers l'Asie du Sud-Est et vers les pays du Moyen-Orient et plus récemment vers la Russie. Alors, des éléments de prospective pour terminer. Le premier scénario, puisque je parlais tout à l'heure du discrédit jeté sur les secteurs de l'élevage, si on fait l'hypothèse que ce discrédit va perdurer dans le temps, c'est-à-dire qu'il va y avoir toujours autant de critiques adressées à l'élevage, de par les conséquences que cela entraîne, on en a parlé. Donc des attentes sociétales de plus en plus fortes, une crise climatique qui va s'installer dans la durée et qui peut s'aggraver, des aides publiques européennes qui peuvent diminuer, le monde médical qui va continuer à montrer que la consommation de viande est préjudiciable pour la santé, et ainsi de suite. On aura probablement un processus
continu de décapitalisation, de retrait de la profession éleveur, avec évidemment les conséquences que cela peut entraîner. Première conséquence, on va avoir un surcroît d'importation pour essayer de maintenir à peu près les réponses aux besoins intérieurs, ou alors les perspectives qui sont encore relativement embryonnaires de viande de synthèse qui pourrait éventuellement se substituer à ce type de viande. On parlera avec Céline Lenné en fin de matinée. J'imagine. Un deuxième scénario, c'est celui de la rupture. Alors on a sélectionné ce scénario par rapport à ce qui s'est affirmé ces 2 dernières années, le retour de la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que là, à travers cette notion, cet objectif qu'on a d'être un peu plus autonome, eh bien, on redresserait les secteurs de l'élevage par un certain nombre de plans stratégiques appropriés. On essayerait de réduire notre dépendance aux importations. Je parlais de la viande de volaille ou éventuellement, mais ça serait beaucoup plus lointain, de la viande ovine. Et puis continuer à produire non seulement pour avoir notre propre souveraineté, mais aussi pour répondre à une demande mondiale qui, comme je l'ai montré, est appelée à être encore dynamique. Et essayer de montrer que finalement l'apport en protéines animales, avec un dosage relativement équilibré, eh bien, répondrait aussi à des phénomènes de santé publique. Et le troisième scénario, parce que là on a 2 scénarios qui s'opposent finalement, des scénarios un peu de compromis, où il y aurait de nouvelles pratiques d'élevage proposées par les agriculteurs, par les éleveurs, qui seraient acceptées. Il y aurait peut-être une direction à prendre davantage vers plus de local que de global, c'est-à-dire que dans certaines régions, il y aurait des circuits d'approvisionnement qui pourraient alimenter certaines cantines, par exemple, d'établissements ou dans des collectivités territoriales. Il y aurait probablement à trouver des stratégies pour développer des compromis entre éleveurs, entre le monde médical et les organisations non gouvernementales qui sont très critiques sur l'élevage et ses conséquences climatiques ou sur la santé publique. Donc peut-être qu'autour de la table, on pourrait trouver des voies d'avenir autour de ces compromis. Et puis il y a probablement tout un travail à faire pour l'attractivité du métier, à travers notamment une image médiatique à travailler un peu plus en profondeur pour montrer que l'élevage, ce sont des produits que l'on consomme, mais ce sont aussi des positions sur des territoires qui induisent des emplois, qui entretiennent les paysages et qui peuvent capter aussi du carbone. Donc ça peut être un scénario de compromis qui peut être intéressant à examiner. Voilà, merci. Merci Thierry, on peut l'applaudir pour cette présentation état des lieux de la situation pour l'élevage et 3 scénarios. C'est le moment de la séance de questions-réponses. Est-ce que vous avez des précisions, des témoignages, réactions, questions? Un micro peut vous être amené. Thierry, peut-être pour prolonger votre présentation, 3 scénarios. C'était 3 scénarios théoriques. Votre conviction, qu'est-ce qui est le plus probable entre ces 3 options? C'est une question bien compliquée parce que on n'imaginait pas jusqu'à il y a 2 ou 3 ans le retour de la souveraineté alimentaire. C'est une perception qu'on avait de l'activité agricole qui était un petit peu diluée, en particulier dans la mondialisation. Donc le fait qu'il y ait eu un retour, ça peut être un scénario de rupture qui peut s'affirmer en essayant de se réapproprier un peu nos moyens de production, des négociations avec la transformation et la conviction que les productions animales peuvent avoir certainement des conséquences négatives, mais aussi autant de conséquences positives. Donc il faudra trouver un équilibre. Je pense que le scénario 2 pourrait éventuellement... Le scénario 2, donc de compromis, c'est ça? Non, ça c'est le scénario 3. Pardon, je pense 3, scénario de compromis, rupture. c'est le scénario Je pense 2. qu'il peut y avoir une prise de conscience. Avec un nouvel essor, une prise de conscience, à condition d'avoir des données objectives qui viennent montrer effectivement la réalité en fait, de l'impact environnemental. Et en s'adaptant à un certain nombre de normes, de réglementations, comme on le fait aujourd'hui, même si les éleveurs, évidemment, s'en plaignent de cette accumulation de normes, comme on l'a vu au moment du salon ou juste avant. Et est-ce qu'il n'y a pas un autre facteur décisif, l'âge du capitaine dans les exploitations agricoles, plus de 50 ans en Bretagne? Il y a un vrai souci
de pyramide des âges? C'est ce que j'ai montré tout à l'heure avec la décélération des effectifs d'éleveurs. Il y a l'âge du capitaine. On sait que plus d'un éleveur sur deux ignore s'il aura un successeur. Oui. Mais il y a aussi tout un travail à faire sur les mutations sociologiques. Les jeunes aujourd'hui ont une perception de l'élevage un petit peu négative, dans la mesure où c'est une organisation du travail extrêmement rigoureuse. L'élevage laitier, par exemple, nécessite une présence 7 jours sur 7 et quasiment 24 heures sur 24. Donc il y a ce rapport finalement à l'élevage qui est un peu compliqué. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent être avec une journée de travail normale, partir en vacances, etc. Donc là aussi, il y a énormément à travailler sur l'attractivité du Sur les métier. modèles, y compris sur le plan capitalistique, c'est-à-dire qu'on est dans un modèle où on est propriétaire de tout, et peut-être que ça pourrait évoluer? Ça pourrait évoluer parce que, en fonction d'un certain nombre de paramètres, l'innovation, les bâtiments qu'on doit mettre aux normes, les réglementations européennes, enfin, on a vu ce qui se passait avec la directive des émissions industrielles, là. Bon, la viande bovine y a échappé, mais les autres non, hein. La viande porcine va être concernée et la viande de volaille aussi, avec des effets de seuil assez importants. Tout cela nécessite énormément d'investissement. Donc probablement que la problématique d'ouverture du capital de l'exploitation agricole à des capitaux extérieurs va probablement se poser assez vite. Franck, je reviens sur votre intervention et puis celle de Serge Zaka. Il faut avoir en tête, c'est peut-être une simplification, je ne sais pas, le côté méditerranéen va monter effectivement, et on comprend bien l'implication que ça va avoir sur les productions agricoles. Oui, alors il faut quand même rappeler que le climat méditerranéen se caractérise par des températures beaucoup plus chaudes que ce qu'il y a dans le nord de la France. Il n'y a pas que la température, il y a aussi un régime de pluie très spécifique avec la pluie qui se concentre sur quelques jours par an, et il y a aussi le Mistral et la Tramontane qui sont des acteurs du climat méditerranéen. Donc le réchauffement n'implique pas forcément une méditerranéisation du climat. Il y a plusieurs facteurs qui doivent jouer, et le Mistral, jusqu'à preuve du contraire, ne viendra pas jusqu'à nos côtes bretonnes. Non, c'est pas possible. Entendu. Merci Franck. On peut applaudir les deux intervenants pour cette séquence introductive.